Bienvenue à l'épisode numéro 6 du podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué à chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons à chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'Open Mind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Au podcast cette semaine, on découvre avec mon bon ami et collègue Damien Vertelet, le chef technologique de Berrycast.com, qu'est-ce que le R-Funnel, donc la fameuse métrique du pirate, et en quoi est-ce si important dans le développement de produits technologiques de maîtriser ce concept. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié à chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Damien Berthelet, un plaisir de te recevoir encore cette semaine avec nous au podcast Pivot. Comment vas-tu? Ça va excellent, et toi? Ça va, numéro 1. Damien étant notre chef technologique pour le produit Berrycast, donc berrycast.com, un petit outil de vidéo communication asynchrone qui peut vous sauver au moins 5 à 10 heures par semaine. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est le nombre de temps que je sauve par semaine en entreprise grâce à cet magnifique outil. On vous invite à découvrir berrycast.com. On parle cette semaine de la fameuse métrique du pirate, le R-Funnel. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris pourquoi on dit pirate, c'est le fameux mot R, qui est l'expression bizarrement dite pour dire le A-A-R-R-R. Donc, 2 fois A, 3 fois R. Mais qu'est-ce que cette fameuse métrique du pirate? Damien, quelle est ta définition du R-Funnel ou la Pirate Matrix? Eh bien, c'est un framework, en fait, qui est, comme tu l'as dit, qui est appelé les métriques pirates. Déjà, juste pour ce nom-là, je trouve ça cool de l'utiliser. Mais ça sert pas juste à être cool. C'est un framework qui permet d'aider à améliorer notre funnel de conversion. Qu'est-ce que c'est le funnel de conversion? C'est combien de personnes rentrent, qui arrivent ou sont en contact avec ton branding, avec ton produit, avec qu'est-ce que tu construis, et combien payent en finale. Donc c'est assez large. Donc ce framework-là, il permet d'amener une structure et des guidelines pour venir améliorer cette conversion-là. Ça aide en fait à focus sur les métriques qui sont importantes et à suivre l'évolution de ces métriques en fonction de qu'est-ce qu'on change. Parce que sinon, c'est très facile de focuser sur plein de choses qui n'ont aucune valeur. Donc ça vient vraiment remettre le focus sur les bonnes places et au final d'optimiser ça. Donc le but ultime de ça, c'est d'optimiser son CAC, donc CAC, Cost Acquisition Customer, donc le coût d'acquisition d'un utilisateur payant. Donc ça, c'est une des 2 métriques les plus importantes, l'autre étant le LTV, qui est le Lifetime Value de l'utilisateur. Donc c'est combien un utilisateur te rapporte en final dans toute sa vie. Et donc avec ces 2 métriques-là, on sait si un business est rentable ou pas. Il y a quelques autres nuances là, mais globalement, c'est les plus importantes. Donc, ça permet d'optimiser donc une des 2 plus importantes métriques d'un business. Et en plus de ça, ça permet donc d'optimiser. Ça permet de voir dans toutes nos sources d'acquisition qu'on peut avoir lesquelles performent le mieux par rapport à notre produit. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on pourra parler un peu plus tard aussi. Très bon point. Puis tu mentionnes le mot payant et c'est tellement important. Il y a beaucoup de gens là, qui ont des idées de produits à développer. Puis la problématique, c'est que la grande problématique, c'est que souvent on voit un problème au marché, on pense qu'on a une solution, mais est-ce que les gens sont prêts à payer pour venir solutionner ce problème-là avec la solution qu'on a trouvée? Et de tout là vient l'importance du R-Funnel. Ça nous permet de voir plus clairement là, chacune des étapes pour partir de quelqu'un qu'on expose à une idée jusqu'à temps qu'il devienne un utilisateur payant. Et c'est vraiment
ces étapes-là qu'on veut optimiser, ou du moins voir plus clairement qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces étapes-là. On va parler un petit peu comment mettre ça en place, mais avant, Damien, j'aimerais ça que tu nous expliques chacune des lettres du R-Funnel veulent dire quelque chose, et là, ça prend tout son sens par la suite. Donc, quelles sont chacune de ces lettres-là de l'acronyme, et qu'est-ce que signifie chacune de ces lettres-là? Yes, bien sûr. Donc la première étape, le premier A, finalement, c'est acquisition. Donc à cette étape-là, on veut que l'utilisateur il fasse un engagement. Donc ça peut être par exemple typiquement donner son email, donc créer un compte. Donc il s'engage en donnant, je veux dire en donnant quelque chose de lui, c'est un peu étrange dit comme ça, mais en faisant quelque chose qui va l'impacter d'une certaine façon. Ou par exemple ça peut être installer une application sur son téléphone. Donc on arrive par exemple, je prends un jeu en ligne, on voit la pub sur son téléphone, on clique dessus, on installe l'application. Donc là, on s'est engagé, en fait. Donc, c'est ça l'acquisition. Deuxième étape, le deuxième A, l'activation. Donc ça, c'est la première utilisation du produit. À cette étape-là, on veut que l'utilisateur il aille chercher le aha moment. Donc c'est le moment où il fait « Ah, c'est ça que ça sert, c'est ça que ça vient faire, c'est ça que ce produit-là, c'est ça que ça vient m'apporter finalement. » Donc on essaie d'aller retrouver ça. Si on prend des exemples, par exemple avec YouTube, ça va être regarder une vidéo. Avec Google Drive, ça va être au moment donné où on va téléverser un document par exemple, ou qu'on va le partager. Ça dépend qu'est-ce qu'eux ils ont déterminé comme activation. Si je prends l'exemple de Berrycast, c'est le moment donné où les gens vont faire leur premier enregistrement. Donc là, on veut vraiment que l'expérience soit nice et facile pour qu'ils puissent vraiment comme activer et comme commencer à être hook sur le besoin qu'on vient remplir avec notre produit. Ensuite, passons à la rétention. Ça, c'est le premier R du R. C'est l'utilisation dans le temps du produit. Ça aussi, ça varie encore une fois selon tous les produits. Par exemple, Facebook le calculait en jours par une période. Je pense que maintenant, c'est en semaines. Donc, le nombre de fois qu'une personne revient sur l'application. Dans Berrycast, par exemple, on a fait beaucoup de définitions. On est passé à c'était combien de personnes faisaient 2 enregistrements par mois. Alors, en fait, si tu fais 2 enregistrements par mois, c'est que tu es considéré en rétention. Après, on l'a changé avec n'importe quelle action de communication que tu puisses faire, donc poster un message, enregistrer, etc. Donc, c'est des choses qui évoluent aussi dans le temps. Donc, c'est ça la rétention. Et ensuite, le deuxième R, c'est revenu. Donc ça, c'est souvent une lettre qu'on aime beaucoup. C'est celle qui nous apporte donc de la valeur monétaire. Donc à quel que ça soit un paiement en ligne, un abonnement à subscription, l'affisionnement de la pub, etc. Et on calcule ça tout simplement avec le nombre de personnes qui ont rapporté de la valeur. Par exemple sur YouTube, c'est pas quelqu'un qui a regardé une pub, c'est quelqu'un qui a cliqué sur une pub. Et on passe au dernier R, qui est le referral, donc le référencement. Et comme le nom l'indique, c'est ceux qui réfèrent la solution. C'est à quel point les gens ils parlent du produit. Donc ça, c'est important parce que on se rappelle, les R, il est là pour optimiser le CAC, le Cost Acquisition Customer. Donc si ça nous coûte, je vais donner un ordre d'idée, à peu près $1 pour faire venir quelqu'un sur notre page web, par exemple. Si cette personne-là, une fois qu'elle a été acquise, activée, en rétention, qu'elle nous a apporté des revenus ou non, réfère quelqu'un d'autre, une seule personne, déjà, on vient de réduire notre coût par 2. En réalité, même plus que ça, parce que cette autre personne-là, si chaque personne, en moyenne, réfère une personne, c'est-à-dire que si tu en amènes une dans ton projet, il va t'en amener une. Cette personne-là va t'en amener une. Cette autre personne va... Donc, avoir ce qu'on appelle un K-factor, c'est un facteur de contamination. Approche de 1 ou à 1, c'est quelque chose de juste incroyable et ça vient faire scaler un produit de façon incroyable très 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 rapidement. Donc imaginez, vous amenez 100 personnes, qui en amènent 100, qui une semaine après en amènent 100, une semaine après en amènent 100, etc. Donc c'est un compound effect incroyable. Alors, on peut voir par exemple Dropbox qui a fait ça avec son incitatif pour des gigaoctets. Donc quand ils ont créé, si vous amenez une personne, c'est 2 gigas en plus jusqu'à hauteur de temps. Eux, ils ont vraiment utilisé ça pour réduire le cost d'acquisition customer.
C'est vraiment une étape qui a pas l'air rapport aux autres, mais elle est vraiment importante et pertinente dans le framework. Très intéressant. Puis il y aurait un autre A peut-être supplémentaire dans le R funnel selon certaines versions du R funnel, parce qu'à la base, c'est 2A, 3R. Certaines personnes apportent le concept qu'il y aurait peut-être 3A dans le R funnel. Yes, exactement. À ce moment-là, ça devient et c'est plus compliqué à dire celui-là, je pense. Et c'est le awareness. Donc c'est l'étape en fait. L'étape d'acquisition, c'est quand les gens ils arrivent sur notre page web typiquement. Par exemple, si on a une application mobile, ça pourrait être sur la page du store, mais typiquement ça va être sur notre page web. Mais il y a une étape avant ça, c'est comment on a amené ces gens-là. Donc par exemple, c'est le classique, c'est une pub SEM, donc une pub dans Google par exemple. Les gens ils voient notre intitulé de pub et ils ont cliqué là-dessus. Donc l'awareness représente ça. Donc c'est ceux qui ont vu notre marque et qui ont cliqué dessus. Donc ça c'est très important. En fait, cette métrique-là est très importante aussi à regarder et donc à considérer dans le funnel parce que ça vient nous aider en fait dans tout ce qui est considération de channel d'acquisition. Comme je le disais au début, un des atouts du R, c'est aussi de venir comparer les sources d'acquisition. Donc une source d'acquisition, ça peut être par exemple une pub Google, une pub Bing, une pub dans YouTube, ou ça peut être un article de blog, ça peut être un post à la TV, ça peut être à la radio. Il y a plein de moyens différents et ça va venir chercher un marché différent. Et il y a certaines sources d'acquisition qui vont beaucoup mieux convertir que d'autres et nous apporter beaucoup plus de monde que d'autres. Parce que les marchés sont différents et les gens on va aller chercher par exemple, à la radio, on va peut-être aller chercher des gens plus âgés. Mais peut-être que cette tranche de personnes-là convertit beaucoup mieux sur notre produit. Ou peut-être beaucoup moins bien. Et donc, en permettant de les regarder par source d'acquisition et en considérant donc le awareness, donc le premier A qui se rajoute, ça va nous apporter beaucoup plus de profondeur pour analyser ces sources d'acquisition-là. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Très intéressant et là, ça vient prendre tout son sens de qu'est-ce que le R funnel, en quoi ça peut être bénéfique. Ça nous donne vraiment une vue plus claire de ce qui se passe à chacune des étapes dans le parcours d'utilisateur pour se rendre jusqu'à un utilisateur payant et même à référer quelqu'un d'autre. Et c'est un certain parcours qui est souvent jugé linéaire. Donc, chaque étape, on prend le pourcentage de conversion qu'on applique une sur l'autre et ça nous donne une métrique à ce moment-là de conversion à l'utilisateur payant au bout de la ligne. Et c'est là qu'on peut commencer à rouler un petit peu nos maths pour savoir combien on serait prêt à payer maximum par utilisateur selon combien de temps il reste dans le système. On a un bon épisode là, sur le fameux ratio Lifetime Value, le LTV, sur le coût d'acquisition client, donc le LTV CAC. Et le R funnel vient énormément aider à avoir une clarté dans cette métrique-là qui est précieuse et qui nous donne une vue plus claire si notre idée elle est économiquement viable ou potentiellement viable au bout de la ligne. Donc, on répète les différentes étapes du R funnel. La première, c'est l'acquisition. La deuxième, l'activation. Troisième, la rétention. Quatrième, revenu. Cinquième, le referral. Et dans certaines versions du R funnel, on rajoute le awareness en début du funnel pour ajouter un petit peu plus de data, un petit peu plus de métriques. Maintenant qu'on sait c'est quoi les différentes étapes, comment on met en place, Danny, un R funnel ou plutôt comment qu'on met ce framework-là en place dans nos produits? La première étape vraiment importante, ça va être de définir quelles sont ces métriques parce que pour chaque produit, c'est différent. Il faut s'adapter justement qu'est-ce qu'on fait tout simplement. Et donc la première étape, c'est s'asseoir puis se dire OK, c'est quoi la métrique qui a le plus d'importance par rapport à ces différentes étapes-là pour le contexte qu'on a. Et on peut se poser la question en disant c'est quoi qui a le plus d'impact comme valeur pour nous pour bien choisir ces métriques-là. Dans le cas par exemple de Berrycast, on avait choisi les enregistrements au début parce que pour nous la plus grande valeur c'était que les gens ils fassent des enregistrements et qu'ils utilisent Berrycast pour ça.
La deuxième chose à mettre en place après ça, c'est pouvoir traquer tous ces systèmes-là. Donc ça, il y a plusieurs façons. On peut potentiellement utiliser Google Analytics pour traquer des événements, ou tout simplement faire un système de tracking d'événements maison, juste pour pouvoir traquer ça correctement, pour être sûr qu'on puisse ensuite les afficher. Et c'est ça l'étape d'après, c'est les afficher dans un dashboard. Donc là, après, les dashboards, ça peut être aussi bien un fichier Excel si on veut. Ça peut être aussi utiliser par exemple Power BI, qui est un outil de Microsoft pour faire des dashboards. Le problème de Power BI, c'est que l'expertise pour faire des dashboards est assez difficile à trouver sur le marché. On est quand même content à l'interne d'avoir justement l'expertise, donc nous on a pu en avoir pour Bericast par exemple. Sinon, il y a d'autres outils qui existent comme Mixpanel, Amplitude, qui sont très bons et qui permettent de faire ça. Après, c'est sûr que ça vient avec des coûts récurrents qui peuvent être assez élevés, mais c'est des très bonnes plateformes. Ou il y a la solution aussi de faire un dashboard custom made, bien sûr, qui pourrait être une solution, mais les traquer et les voir dans des dashboards très clairs, c'est vraiment important pour pouvoir mettre ça en place. C'est quand même vraiment les premières étapes. Effectivement, et le plus automatisé que c'est, mieux que c'est. Les grands défis, c'est de s'assurer de l'intégrité des données aussi en arrière. Et si on utilise des solutions comme Power BI, c'est d'avoir l'expertise pour être capable de créer ces dashboards-là, de les optimiser et surtout de les garder à jour. Toujours une question encore d'intégrité de données à travers tout ça. Donc, il faut être capable souvent en tout cas, de nous, notre côté, je pense, d'un des bons apprentissages, c'est que dans les tableaux de bord eux-mêmes, on est capable de voir c'est quoi les formules entre chacune des colonnes et de rouler les maths de manière manuelle pour être certain que la data, elle est réelle et elle est fonctionnelle et qu'elle est valide, parce qu'on peut prendre des très grandes décisions sous des mauvaises données à travers le temps. Faut faire très, 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 très attention à ça. Il y a une certaine complexité à mettre le R-Funnel en place, dont les trackers, mais après ça, dans comment on rapporte la donnée, il faut être très vigilant et surtout faire une bonne assurance qualité pour pas s'en aller dans la mauvaise direction à cause qu'on a du mauvais data au bout de la ligne. Quelque chose à ajouter, Damien, là-dessus? Ah, t'as tout à fait raison. On prend tellement notre décision par rapport à ces données-là, beaucoup de décisions, donc il faut que ces data-là soient accurate et bon, parce que sinon, on prend des décisions dans le vide. Donc. Effectivement. Selon toi, quels sont les conseils ou des choses à éviter par rapport au R-Funnel et les concepts qui tournent autour du R-Funnel? Ok, le premier qui me viendrait en tête, c'est de dire que la rétention, c'est la plus importante. Quand on commence un produit, on va pas se concentrer sur l'activation, l'acquisition, le revenu. La première chose à se concentrer, c'est sur la rétention. C'est ce qui va nous montrer si on a un product market fit ou non. C'est la chose la plus importante à avoir. Si on n'a pas ça, ça sert à rien d'optimiser le reste. Parce que même si on fait venir 1000 personnes sur notre page web, il y en a un seul qui crée son compte, et qu'à chaque fois, cette personne-là, elle reste 1 heure, ça a aucune valeur de travailler sur le reste. Il faut vraiment comme avoir une belle rétention pour ensuite se dire, ok, maintenant, on va optimiser pour avoir plus de gens. Donc, c'est la première chose à faire. Ensuite, c'est toujours itérer en permanence sur ce funnel-là. Donc, c'est pas, allez, cette fois-ci, ce mois-ci, on se concentre sur le art, on va faire des choses. Non, il faut toujours en permanence avoir ça en tête et aller faire des petites optimisations pour aller essayer de travailler sur notre conversion. Donc, ça, c'est quelque chose à mettre dans la routine en final. Et donc, traquer aussi forcément, suivre les dashboards par rapport à ça pour voir qu'est-ce qu'on fait, quel est l'impact que ça a eu. Parce que souvent, on va dire, ça serait vraiment cool. On le fait, puis là, on se rend compte qu'en fait, ça descend nos métriques. C'est important de pouvoir revenir en arrière aussi à ce moment-là, puis juste continuer à itérer. Je pourrais rajouter aussi dans cette itération-là et ce changement-là, on peut faire des micro-changements pour aller optimiser un petit peu notre métrique. Ça peut faire du sens parfois. Mais si on veut passer de 10% à 50%, il y a peu de chances qu'avec des petits changements d'arriver à quelque chose. On risque plus dans ces cas-là de faire des gros changements drastiques. On voit qu'est-ce que ça donne et on revient en arrière si c'est pas moins bon ou etc. Mais il y a plus de chances qu'on puisse avancer beaucoup plus vite ainsi. Donc les changements de couleur, les changements de texte, c'est cool pour du micro-optimisation à un moment donné, mais au début, si vous voulez avancer plus vite,
Si vous avez assez de data, assez de personnes qui rentrent aussi dans le funnel, du A/B testing, c'est quand même génial pour ça. Faut juste s'assurer que si vous avez 100 personnes qui rentrent par jour, du A/B test, ça va peut-être prendre une semaine, 2 semaines avant de vraiment pouvoir avoir des datas qui font du sens, voire plus. Donc il y a aussi ça à considérer pour l'A/B test. Autre point que à faire attention, c'est toujours regarder nos data par cohorte pour 2 raisons en fait, parce qu'on fait des changements dans le temps. Donc si on fait toujours des changements, il faut toujours regarder tous ceux qui sont rentrés à telle date, ils ont vécu telle expérience, donc je les regarde ensemble. Donc c'est vraiment important pour ne pas se biaiser dans les données, puisque plus on a de données, plus c'est facile de mal les regarder et d'aller sur des conclusions fausses qui nous avantagent ou qui vont répondre à notre intuition, qui est pas forcément toujours bonne. Donc c'est pour essayer de les regarder de façon le plus objective possible. Donc toujours regarder par cohorte de gens. Donc une cohorte, c'est tous ceux qui sont rentrés tel jour ou telle semaine. Et donc tous ceux qui sont rentrés, par exemple, le 6 mai 2005, combien ont payé, combien ont activé, combien, etc. Autre chose, toujours regarder par source d'acquisition, donc comme je disais tantôt, parce que les sources d'acquisition sont très différentes, vont apporter des gens très différents. Donc si par exemple, on change de source d'acquisition sans rien changer dans notre produit, on va peut-être avoir un taux de conversion global qui va vraiment augmenter, juste parce qu'on vient rentrer des gens beaucoup plus qualifiés. Donc on va avoir beaucoup plus de gens qui ont besoin, pour qui on répond le besoin. On aura beaucoup plus de gens dont notre produit répond à la problématique qu'ils ont. Et dans la même idée, il faut toujours regarder le funnel dans son ensemble et pas le regarder étape par étape. C'est pas viens, on va améliorer l'activation. Parce que si on le fait de façon isolée, par exemple, on met une équipe sur l'acquisition, une équipe sur l'activation, on va finir par avoir un ensemble du funnel qui sera moins optimal. Parce qu'on peut très bien augmenter l'acquisition à des taux extrêmement élevés, mais ensuite l'activation elle drop, la rétention elle drop encore plus, parce qu'en réalité on est allé chercher des gens on est allé chercher, prendre un exemple peut-être gros pour expliquer ça. Si dans une page d'accueil on change complètement la page d'accueil, puis on dit si tu donnes ton email tu vas gagner 18 milliards de dollars, c'est assuré, voici les preuves, etc. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont sign up qu'avant. Sauf que les gens, une fois qu'ils auront sign up, ils vont pas activer puis aller utiliser le produit. Parce qu'ils se rendent compte qu'on leur a menti. Donc, je donne un exemple vraiment gros. Mais c'est pour montrer à quel point, si on considère pas le funnel en entier quand on fait des changements, on peut arriver puis se biaiser complètement. Même en pensant qu'on a augmenté une métrique. Très intéressant. Puis, au bout de la ligne, on tente de faire bouger le magic number au final, souvent qu'on va dire le pourcentage à la fin, le total de conversion, qu'on voit souvent normalement là, entre 0,5% à 2% à peu près des utilisateurs là, qui tombent généralement là, en activation. Tu me corrigeras, Damien, si jamais je dis pas des bonnes choses. Donc, c'est souvent les benchmarks qu'on va aller chercher dans le développement de produits. Puis c'est souvent les hypothèses initiales qu'on va faire là, dans notre modèle économique qu'on va développer, qu'on tente d'aller chercher là, ce pourcentage-là à la fin du R-Funnel. Je dirais pas nécessairement à la fin, mais du côté payant du R-Funnel au bout de la ligne. Puis, Damien, bon point qu'il faut regarder son ensemble. Effectivement, si on bouge quelque chose à une place, des fois, ça peut avoir un impact négatif sur l'autre. Donc, très important de le voir dans son ensemble. Est-ce que tu avais autre chose, Damien, à rajouter sur le sujet aujourd'hui? Non, je pense que ça fait vraiment le tour de ce beau framework-là qui quand même compliqué à maîtriser. Il prend du temps à faire des erreurs et à itérer là-dessus. Mais une fois qu'il est maîtrisé, il apporte vraiment beaucoup de valeur, par contre. Effectivement, ça permet de prendre des bonnes décisions, du moins d'avoir une vue plus claire de ce qui se passe et de voir où focusser pour se rendre à un produit à succès. On a vu peu de gens réussir à le mettre en place et à le maîtriser. Ça nous a pris beaucoup de temps de notre côté chez OpenMind et dans nos produits à le faire. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est une arme quand même très redoutable là, qui nous sert énormément là, pour aller plus vite dans les produits, autant pour nous, pour nos clients. Et souvent, de le déployer dans les 2, 3, 4e fois, c'est beaucoup plus simple que les premières fois. On vous réfère également à l'épisode sur le ratio CAC-LTV qui est très complémentaire au R-Funnel.
toujours dans la logique de rendre l'idée économiquement viable. C'est toujours ce qu'on veut au bout de la ligne. Là, c'est bien beau qu'on veut développer un produit, on a des sous, mais il faut que ça soit rentable au bout de la ligne et que l'idée vive par elle-même en termes de rentabilité économique. Donc, très bon épisode complémentaire à celle-ci où on va justement parler du coût d'acquisition client et de la durée de vie, ou plutôt la vie économique que l'utilisateur payant peut nous rapporter au bout de la ligne dans l'utilisation du logiciel. Damien, merci encore une fois pour ta présence aujourd'hui, pour ton partage de connaissances et d'expériences. J'espère que vous avez trouvé ça autant enrichissant que moi et que ça puisse vous aider dans le développement de vos idées technologiques pour les amener à succès commercial. On vous dit à bientôt et bonne semaine. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. La semaine prochaine, découvrez l'épisode numéro 7 qui couvre l'histoire de David Hervieux, fondateur et directeur général de Devolution. Rien de moins que de passer de 0 à 25 millions de dollars de chiffre d'affaires, tout cela en gardant leur bureau en région. Sur ce, à la semaine prochaine.